va donc démarrer. Pour que les personnes qui souhaitent aller voir le film à 18h, à côté, hein, juste à côté, Le cerveau des enfants, donc on va se caler sur cet horaire-là. Si on dépasse un petit peu, n'hésitez pas à partir, hein, bien sûr, pour aller sur le film. Alors, dernier événement de ce festival, une table ronde autour des coniclasses. Donc, j'ai pu déjà le dire. Nous avons, nous, au collège Jean-Hé de Marennes, l'année dernière, expérimenté sur les neurosciences avec une classe de 6e. Nous avons, cette année, accueilli Jean-Luc Berthier au mois de septembre pour un séminaire départemental sur les coniclasses, pour lancer les coniclasses. Le collège de Marennes a 4 coniclasses, a mené 4 coniclasses cette année, sur 2 classes de 6e, 2 classes de 3e. Et je vais d'emblée remercier 2 élèves, Titouan et Simon, élèves de classe de 6e, qui sont là cet après-midi avec nous, qui ont vécu ce travail autour des neurosciences. Voilà, donc table ronde, je vais vous les présenter rapidement. Donc Bernadette Vier, inspectrice de l'éducation nationale. Bernadette était l'inspectrice de la circonscription du Chaput jusqu'en octobre, et puis elle nous a lâchés. On est très triste. Nous a lâchés pour aller encore plus au soleil sur Royan. Donc elle est inspectrice maintenant à Royan, mais et je la remercie ce soir parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire sur les 3 jours. Je la remercie parce que eh bien, elle a été de l'aventure avec nous dès le début. Et puis, elle nous a accompagnés et elle a facilité tout le travail qu'on a pu mener sur les neurosciences. Et surtout, je tiens à souligner que notre expérience sur Marennes nous a valu aussi d'être félicité par Monsieur le Recteur, puisque nous avons été sur les journées d'innovation au Futuroscope, donc félicités. Nous étions parmi les 20 projets de l'Académie de Poitiers à être félicités par Monsieur le Recteur. Et donc cette innovation sur le secteur, c'est aussi grâce à Bernadette, puisque nous avons pu effectivement mener les coniclasses et mener le travail des neurosciences de l'école élémentaire jusqu'au lycée, voilà, en passant par le collège. Voilà. Et donc, du coup, c'est Bernadette Vier qui a facilité évidemment tout ce travail de liaison entre le premier degré et le second degré. Jean-Luc Berthier, que tout le monde maintenant connaît, je pense, tous ceux qui sont là depuis 3 jours, puisque merci à toi Jean-Luc en tout cas, de nous avoir également accompagnés sur cette démarche de Coniclass. Et puis merci, alors là je prends ma casquette de président de l'association, merci d'avoir été à nos côtés depuis jeudi, d'avoir été avec nous et puis d'avoir participé et puis facilité au succès. On va pouvoir parler de succès de ce premier festival Cerveau Lycée. Merci à toi, Jean-Luc. Bien, alors puisqu'on en est au remerciement, je te les renvoie, cher Yves, et puis bien sûr Émilie qui est là. Alors, comme c'est la fin de la journée, vous avez déjà plein d'informations. Je vais adopter une modalité, parce que j'ai très peu de temps, à peine une demi-heure. Ce que je vous propose, c'est, je vais partir de vous, si vous voulez bien, et puis ensuite, on va voir finalement ces coniclasses, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on cherche à faire, pourquoi. Et là, c'est assez heureux, ce panel, puisque nous avons une représentante de l'inspection, une enseignante, des élèves, des enseignants, etc. Donc, absolument. Un chef d'établissement qui tient les clés de l'ouverture des établissements au thème pour l'accompagnement, l'écoute des projets, etc. Donc on a un petit peu toutes les strates, si vous voulez, de quoi? De l'éducation que vous connaissez tous, puisque vous avez tous été élèves, vous êtes tous parents d'élèves, ou beaucoup, ou grands-parents d'élèves, etc. Et l'éducation, c'est quand même 13 millions d'élèves en France, c'est 900 000 enseignants ou personnel d'enseignement, donc c'est vraiment un enjeu considérable pour la société. Donc la question que j'ai envie de vous poser, mais pourquoi, à votre avis, tente-t-on d'introduire les sciences cognitives
dans la classe, dans la pédagogie. À votre avis, pourquoi? Et, et pour vous, améliorer les apprentissages, c'est quoi? C'est donner l'égalité des chances. Pourquoi dites-vous cela? Parce que ça permet peut-être à certains de pouvoir apprendre mieux qu'ils n'auraient pu apprendre s'ils n'avaient pas ces techniques. Ouais. Alors, il a été souligné tout à l'heure, et c'est vrai, que notre système français est un des plus performants du monde pour les meilleurs élèves, mais il est très défaillant pour ceux qui sont en difficulté. Alors, on ne va pas faire de comparaison et dire que l'herbe est plus verte ailleurs, etc. Certainement pas. Mais en tout cas, c'est inacceptable. C'est devenu inacceptable. Et il est inacceptable que les petites failles de différence s'accentuent et deviennent des gouffres qui fait qu'un grand nombre d'élèves, hein, on ne sait même pas combien, entre 100 et 150 000 par an, sortent du système sans qualification, etc. Bon, performance de l'apprentissage. Mais alors, y a-t-il une autre ou deux autres idées? Pourquoi les sciences cognitives pourraient nous aider vraiment à améliorer l'apprentissage, à votre avis, tout simplement? Qu'est-ce que vous pourriez dire? Oui, madame. Et si, oui, mais après, je vais te faire parler. Pardon? Le bien-être des jeunes. Alors, c'est vrai qu'ici, une des pertinences de la construction du festival, c'est d'avoir conjugué un petit peu toutes les composantes qui fait qu'on peut peut-être aider les élèves à être mieux à l'école, et je ne dirais pas que cela, les enseignants à être mieux dans leur peau d'enseignants, et peut-être aussi piloter un établissement où le climat est meilleur, n'est-ce pas Bernadette? Donc effectivement, donc on a bien vu avec Catherine Guéguen la dimension émotionnelle. Il a été souligné par Arnaud tout à l'heure aussi, cette complexité du cerveau qui fait que c'est systémique. Par les savants, tout est... Voilà. Et on a beau avoir, comme tu disais tout à l'heure, un bon enseignant ou une mauvaise méthode, une bonne méthode. C'est très très complexe tout cela. Mais il y a effectivement ça. Oui, madame. Oui, donc bienveillance, motivation, etc. Et tout est conjugué. Vous savez, quand on installe un projet Coniclass, qui est a priori destiné à améliorer la mémoire, la compréhension, l'attention, l'implication, l'évaluation, voilà, etc. On s'attend à ce que les notes montent, etc. Mais l'effet premier qu'on observe, et la plupart des enseignants, mais vous pouvez le dire si vous voulez, l'effet premier, c'est la transformation du climat. C'est la transformation de la représentation de l'élève. Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis pas bon? Est-ce que je suis un nul? Est-ce que je suis nul en maths? Est-ce que je le serai toute ma vie? Etc. etc. Tout ça. Et on voit bien que tout ça est complètement intriqué. La plasticité cérébrale que tu nous expliquais, ou même qui a été soulignée par Léna tout à l'heure, c'est possible, c'est limite, etc. Donc les sciences cognitives, c'est ça. C'est apporter aussi de l'intelligence, du recul, des savoirs, des connaissances sur tout ce qui fait la cognition et le climat dans lequel la cognition va pouvoir s'exercer. Alors, juste une définition possible de ce qu'on appelle les coniclasses. Donc, au début, alors je disais à la journaliste tout à l'heure que nous doublons le nombre de coniclasses tous les ans, depuis 6 ans. Donc, on en a actuellement à peu près entre 1000 et 1200. Donc, ça représente, vous voyez, à peu près 3000 enseignants, 40 000 élèves, etc. On les double à peu près tous les ans. Donc, c'est une croissance géométrique. C'est très impressionnant. On peut s'interroger pourquoi. Parce qu'on est à la conjonction de la connaissance du cerveau, des chercheurs qui viennent dans les classes, qui s'intéressent aux classes, et ça, c'est assez nouveau, d'un système, et vous l'avez bien dit, madame, scolaire, qui se pose de réelles questions. Est-ce qu'on fait ce qu'il faut? Est-ce qu'on sait ce que c'est qu'apprendre? Est-ce qu'on sait ce qu'il faut apprendre pour former l'adulte de demain? Comment on fait pour apprendre, etc. Et tout ça, c'est quand même assez nouveau. Donc ça bouscule la pédagogie. Donc il y a ça, il y a l'arrivée du numérique, des applications. En quoi les applications numériques peuvent-elles aider à différencier les parcours, l'intelligence artificielle, j'ose prononcer ce gros mot, etc. Donc on est à une époque où on se pose vraiment ces questions-là. Alors une coniclasse, c'est simple. Est-ce que vous pourriez essayer de définir une coniclasse? Emmanuel, qui est donc enseignant en
l'élémentaire, niveau CM2. CE2, CM1. CE2, CM1. Ouais. À cheval sur le cycle Alors, 2 et le cycle 3. Pour vous, une chronique-là, c'est quoi? C'est une classe qui a conscience de comment elle apprend. Voilà. Une classe qui a conscience de comment elle apprend. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de ça dans la classe, en termes de pratique quotidienne? En termes de pratique quotidienne. Oui. Qu'est-ce que ça a changé pour vous de piloter, entre guillemets, une classe? Alors, moi déjà, je suis partie avec des élèves beaucoup plus motivés, parce que justement, en apprenant le fonctionnement de leur cerveau et... Excusez-moi, on n'entend pas. Pardon. Allez-y. Donc, je disais qu'une coniclasse, c'était une classe qui comprend comment on apprend. Voilà, pour moi en tout cas. Ce que m'a apporté la coniclasse, et je pense que Laetitia pourra dire la même chose, cette année, c'est qu'on a vraiment des élèves qui sont très motivés par l'envie d'apprendre, de comprendre comment ils fonctionnent, de réussir aussi et qui n'ont pas peur de se tromper. Parce que ça, c'est important, c'est une des premières choses qu'on leur dit. Et d'ailleurs, ils savent très bien nous le répéter. C'est-à-dire que pour apprendre, il faut se tromper. Voilà. Sinon, on n'apprend pas. Eh oui. Voilà. Et donc, du coup, on a vu vraiment un climat de classe différent. Et puis ensuite, en termes d'entraînement et puis les différents axes que l'on a choisis, nous ont permis de travailler sur la compréhension, sur la mémorisation et puis sur le climat de classe. Alors, on retrouve là, et très complet. Parler de motivation, et donc on retrouve deux choses qui sont absolument essentielles dans nos pays. Nous n'agréons pas de projet Coniclass s'il n'y a pas de formation des élèves sur leurs conditions. Parce que l'important, quelque chose qui est essentiel, c'est qu'ils comprennent comment le cerveau fonctionne d'une façon générale, mais c'est qu'ils arrivent à prendre du recul sur la manière dont il fonctionne, ce qu'on pourrait appeler la métacognition. Et un enfant qui a conscience de « Ah, mais c'est peut-être pas comme ça. Ah, mais j'oublie, etc. Ah oui, je m'aperçois que mon attention, elle n'a pas été aiguë à ce moment-là, etc. » Et ça apporte un plus aidé. Et en CE2, voilà, en cette fin d'année, pour mes plus jeunes, certains sont capables de dire « Alors là, c'est parce que j'étais pas attentif. » Ou alors là, c'est parce que je me suis pas assez entraînée. J'ai pas mémorisé à ce moment-là. Donc, ils ont vraiment conscience de ce qu'ils ont, de comment ils apprennent, vraiment. Ok. Voilà. Et Laetitia, est-ce que vous pourriez nous donner un ou deux exemples très pratiques de ce qu'on fait quand on apporte les sciences cognitives dans la classe? Alors, quand on apporte les sciences cognitives dans la classe, alors déjà, comme on disait tout à l'heure, au niveau de la motivation, ça motive vraiment l'ensemble du groupe classe. Et puis, suite aux différents travaux qui ont été faits sur le cerveau, par exemple, pendant un exercice de français, j'ai certains élèves qui se retournent en disant « Chut, je n'arrive pas à me concentrer, tu es un perturbateur », parce qu'on avait vu ça vis-à-vis des différentes diaporamas, voilà. Donc c'est plein de petits moments comme ça dans la classe où finalement ils arrivent à savoir à quel moment ils sont en train de décrocher leur attention, et justement à ce moment-là ils arrivent à mettre les mots dessus que normalement, entre guillemets, on va dire, si on n'avait pas fait ce travail-là, ils n'auraient pas forcément été en mesure de le faire. Voilà. Merci. J'ai envie de me tourner vers Bernadette qui voit les choses un peu plus en méta, enfin, voilà, en tant qu'inspectrice qui n'est pas complètement dans la classe, mais qu'est-ce qui te paraît important dans les apports des sciences cognitives au niveau de l'apprentissage au quotidien? Quels sont les axes qui te paraissent vraiment positifs? Alors, ça permet évidemment aux enseignants d'avoir un regard différent porté sur leurs élèves, d'abord. Et puis, pour les élèves, par tous les petits travaux qui sont conduits, les élèves arrivent à comprendre comment ils fonctionnent. Et ça, c'est très important. Et ça m'amène à une remarque, c'est que dans les programmes de sciences, les programmes de l'élémentaire, on a la digestion, on a la respiration, on a le squelette, mais on n'a jamais vu quelque chose sur le cerveau. Et pourtant, c'est le cerveau qui conditionne tout le reste. Et je pense que conduire les élèves à mieux appréhender
ce cerveau et voir comment et comprendre comment il fonctionne, ça me paraît très très important. Et comme le disaient les deux enseignantes, ça contribue à modifier le climat de classe, ça contribue à faire que les élèves apprennent mieux. Alors évidemment, en tant qu'inspecteur, ça contribue à ce que les élèves réussissent, et c'est là évidemment notre enjeu d'éducation, améliorer les performances des élèves à travers des situations d'apprentissage qui sont différentes, qu'on ne voyait pas autrement auparavant. Aider les élèves à mieux apprendre en termes de mémorisation. Maintenant, on sait qu'au niveau des neurosciences, on a des schémas particuliers à respecter. On peut leur donner les clés pour mieux mémoriser. Il ne suffit pas de répéter comme ça, simplement. On a maintenant plein de situations d'entraînement qu'on peut leur expliquer, qu'on peut leur faire comprendre et qui leur permettent évidemment d'être bien mieux dans la classe et d'être bien mieux face aux apprentissages, mais surtout bien mieux entre eux et dans la relation aux autres. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on peut... Oui, madame. Nous, avec les lycéens, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on leur redonnait un nouveau rôle aussi au sein de la classe. Parce que souvent, on les retrouve assez passifs, nos élèves, et en leur expliquant comment fonctionne leur cerveau, les raisons pour lesquelles on leur propose tel ou tel système, mais finalement, on les rend acteurs. Et ça change tout dans le relationnel déjà qu'on peut avoir avec eux, mais aussi dans leur investissement dans et en dehors des cours. Alors, vous enseignez... L'espagnol. Vous enseignez l'espagnol. Hier, nous travaillions ensemble sur la technique des fiches de mémorisation. Est-ce que, très rapidement, vous pourriez nous expliquer ce que c'est et quel effet ça peut avoir ? Alors, les fiches de mémorisation active, c'est en fait une fiche. Alors, si je peux comparer un petit peu, ça devrait vous faire penser un petit peu aux incollables que vous avez peut-être connus. On avait ça quand on était petit. Une colonne où on va avoir des questions et la colonne de droite où en fait on va avoir la réponse. Donc, c'est à nous de définir les éléments qu'on va retrouver dans la colonne de gauche où en fait on va retrouver ce qu'on appelle les essentiels. Et c'est là où c'est l'enseignant qui doit le définir, parce que c'est lui qui doit saisir quels sont les essentiels de son cours pour faire en sorte de guider et d'accompagner les élèves et leur permettre de se rendre compte que, par exemple, sur un cours qui peut faire 4 ou 5 pages, on n'a pas forcément besoin de tout mémoriser. Il y a des choses à vraiment connaître et donc nous, ça nous permet de définir ça pour eux. Donc on donne un titre à notre fiche de mémorisation active et ensuite on définit les questions. Et on peut ensuite soit donner les réponses, soit construire les réponses avec les élèves, ou leur demander de le faire, puis de corriger les feuilles. Et l'exercice suivant, c'est de les aider à retravailler avec cette fiche, mais en laissant de plus en plus d'espace-temps entre les moments de mémorisation, puisque c'est ce qui va favoriser la mémorisation, mais à long terme. Et nous, effectivement, on en a vraiment encore besoin. On l'a pu le démontrer assez facilement à nos élèves, pour le coup, en lycée, puisqu'on a des épreuves, par exemple en langue, nous... En fin d'année, sur 4 grandes notions. Donc on a pu, sur 4 grandes fiches par exemple, avoir nos 4 notions et aider les élèves à travailler tout au long de l'année en revenant régulièrement sur ces fiches. Donc ça a été un outil vraiment très très précieux. Alors, que disent les sciences cognitives? Par exemple, sur ce point-là pédagogique, les sciences co disent on ne peut pas retenir définitivement une notion qu'on a apprise une fois, il faut donc la reprendre. Ils disent ce n'est pas la peine de la reprendre régulièrement parce que, effectivement, comme tu le dis, la reprise elle peut se permettre à être organisée de façon de plus en plus espacée. Ensuite, la mémorisation active permet de se poser une question, parce que le cerveau est prévu pour se poser des questions, et lorsqu'il a la réponse, effectivement, l'apprentissage est meilleur, donc c'est pas la peine de lire et relire, il faut se poser des questions. Les Sciences Po nous disent aussi que l'erreur, effectivement, change de statut, et il faut se tromper pour apprendre. Voilà, enfin, tout un tas d'actions en quelque sorte scientifiques sur lesquelles nous on a bâti des modalités pédagogiques. La fiche de mémorisation, la planification des reprises, les moments de mémorisation en classe, tout un tas de techniques comme ça. Donc on en livre un certain nombre, on en a une trentaine à notre disposition, et des enseignants des classes, des petites classes en prennent un certain nombre, ils se mettent d'accord, et puis ils essayent de mettre en œuvre voilà, ce qui se passe. Dites-moi les enfants, les élèves, vous êtes élèves de 6e, pour vous,
avoir vécu ce qu'on appelle l'éconiclasse, qu'est-ce que ça représente pour toi? C'était quoi? C'était bien? C'était ennuyeux? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, pour moi, l'éconiclasse, c'était très bien. On a... Je pense que, en fait, ça nous a appris à mieux nous intégrer aussi un peu. À mieux? À mieux nous intégrer. Et bah, c'est une super expérience à vivre. J'espère ça aux CM2 qui vont arriver en 6e l'année prochaine. Parce que c'est génial et moi j'en ai pensé que fallait continuer à le faire. Tu utilises des fiches de mémorisation? Oui. Ça te dit quelque chose? Les fiches de mémorisation, la prof, elle nous en fait comme sur l'imparfait. Et elle nous pose des questions sur l'imparfait et au dos, il y a les réponses. Et ça nous permet d'apprendre sans avoir de problème. Tu as l'impression d'avoir mieux appris que lorsque tu n'utilisais pas ces choses-là? Oui. Il hésite, mais il dit oui. Mais tu as raison, tu as raison. Est-ce que, par exemple, une carte mentale, est-ce que vous pratiquez les cartes mentales dans la classe? Non, pas encore. Ah, parle-nous de la mise au calme. La mise au calme des esprits, c'est un salut littéraire. C'est déjà quand on rentre en cours et on est énervé, et on va faire un salut littéraire, on va se mettre droit, on va fermer les yeux et la professeure ou le professeur va nous lire un texte et on va l'écouter et ça va nous calmer. Donc on travaille aussi, dans nos classes, on travaille aussi le développement, le contrôle de l'attention. Faire attention à son attention, comme disent les experts. Donc ça, c'est un apprentissage qui doit durer toute la vie et ça rejoint tes travaux sur la méditation, la pleine conscience, qu'est-ce que ça change, est-ce que ça met les enfants dans une meilleure posture pour apprendre, etc. Donc vous voyez, on propose des choses autour de la mémoire, comprendre les cartes mentales, le vocabulaire pour comprendre, etc. Donc tout un tas de choses comme ça autour de l'attention. En EPS, par exemple, on propose de faire attention aux gestes, d'éliminer les distracteurs, de bien intégrer les consignes, etc. Toutes ces petites choses qui font que progressivement, on arrive à gérer les processus à la fois attentionnels qui servent toute la vie, et puis c'est très corrélé avec l'inhibition, tout ce que nous a présenté Arnaud tout à l'heure. Voilà. Donc on a tout un jeu comme ça, l'implication active, le travail en groupe, le travail collaboratif, le développement des compétences psychosociales qui a été brillamment exposé par Catherine Guéguen il y a 2 jours. Toutes ces choses-là. Donc, une coniclasse, c'est un ensemble de modalités un petit peu différentes et qui progressivement modifie le rapport de l'enfant à l'apprentissage, modifie aussi la posture du prof. Est-ce que l'une de vous trois, est-ce que ça a changé un peu votre représentation du métier, enfin, ou votre plaisir à enseigner? C'est une grande motivation en fait, hein. Non? Je sais pas pour vous. Moi, ça m'a confortée dans certaines choses que je faisais déjà. Et j'ai réussi à comprendre pourquoi certaines choses que je faisais fonctionnaient. Donc ça, c'était important, parce que parfois, on se dit, c'est chouette, ça fonctionne, on va recommencer. Mais voilà, et moi, ça a permis de mettre du sens derrière et de pouvoir après systématiser certaines choses et approfondir, etc. Et donc c'est vraiment très enrichissant. Merci beaucoup. Alors, les minutes passent, mais j'aimerais bien quand même interroger un petit peu Yves, parce que nous, on a à peu près, actuellement, on a à peu près 350 établissements dans lesquels on a ce type d'activité. Et ce que nous avons remarqué très fort, c'est que si le personnel de direction n'est pas ouvert au possible, aux enjeux, etc., de tout ça, on n'arrive pas à rentrer. On n'arrive pas à entrer. On peut avoir 1 ou 2 enseignants qui s'y collent, mais si le chef d'établissement, si la direction n'est pas partie prenante, ne comprend pas, n'accueille pas, n'ouvre pas pour les formations, pour les intervenants, etc., ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est eux, pardon, puisqu'il y a aussi l'adjoint que j'aperçois au fond de la salle, s'ils ne sont pas là pour accueillir le projet, soutenir le projet, mettre en place les conditions, réguler la chose, faire rayonner, ça ne marche pas. Voyez-vous, je vous pose une question très simple. À votre avis,
Quand on a une coniclasse, admettons une équipe autour d'une classe de 5e, on arrive à la fin de l'année scolaire. Qu'est-ce qui se passe à la fin de l'année scolaire? Les élèves, ils passent dans le niveau supérieur. Alors, ils font plus comme avant? Est-ce qu'on va faire monter tous les profs au niveau supérieur? C'est très, très compliqué. Si on n'a pas cette fine alchimie du système, ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, effectivement, je rejoins ce que tu viens de dire, Jean-Luc, et Philippe Grangeponte, tu peux venir jusque-là, mon adjoint. Donc, effectivement, m'a accompagné. C'est sûr que l'équipe de direction que nous sommes, si on n'est pas partie prenante dans les neurosciences, on fera capoter les choses. Donc, effectivement, on ouvre, on facilite les formations. Philippe s'occupe des emplois du temps, donc c'est des modifications d'emploi du temps. Voilà, bon, mais c'est quelque chose de très important pour nous. Moi, avec tout ce qui a été dit, je rajouterai et 2 points qui me semblent essentiels dans ce travail des neurosciences. C'est 1, les élèves en difficulté, voire en grande difficulté. Et malheureusement, je le dis, le système actuel ne les accompagne pas de façon optimale. Et je crois qu'à travers les coniclasses, on a pu voir, parce que j'ai pu participer et j'ai pu voir un certain nombre de mises en œuvre donc, des coniclasses, j'ai pu voir des élèves en difficulté, actifs, heureux, hein, déjà. Voilà. Même s'ils ne sont pas en état de réussite totale, mais en tout cas, ils sont heureux avec l'enseignant, ils sont heureux d'être là. Je me souviens, et je le redis, Madame Sorton, vous allez très, très vite savoir de qui je parle, un de mes professeurs m'a dit, j'ai un élève qui est venu me voir à la fin de l'heure, il me dit, bon ben maintenant je vais aller dans un cours normal. Voilà, donc ça veut tout dire. Hein. Il sortait du cours de coniclasse, enseignant à fond dans les neurosciences, et il allait vers un autre enseignant qui n'avait pas mis encore en œuvre ces pratiques, et voilà, je vais dans un cours normal. Donc moi, c'est très important pour les élèves en grande difficulté, je crois que là, parce que, voilà, mais le droit à l'erreur, hein, évidemment, hein, mais quand on est toujours dans l'erreur, c'est affreux. Et puis, ça se voit, voilà, on n'a pas parlé des pickers, mais les pickers, les élèves en difficulté, ben, ils font, voilà, ils sont acteurs, et ça, c'est important. Et deuxième point, alors ça, c'est le chef d'établissement, mais Valérie, elle sera d'accord avec moi, l'inspectrice pédagogique, c'est le geste professionnel des enseignants qu'il faut absolument changer, ça, c'est clair. Et au travers des coniclasses et au travers de tout ce qu'on a pu apporter, eh bien, il faut que le geste professionnel change pour qu'effectivement, je rejoins Bernadette, notre objectif, c'est la réussite de nos élèves. Voilà. Alors, en 2-3 mots, et puis ensuite, on prendra peut-être 1 ou 2 questions, dire que on ne peut faire cela que si les enseignants sont formés. C'est compliqué de les former. Institutionnellement, c'est compliqué de faire des formations de formateurs. C'est ce qu'on essaye de faire. Actuellement, notre équipe accompagne la formation d'à peu près 300 à 400 formateurs en France. Et eux vont nous aider à déployer. Mais il faut savoir un certain nombre de choses pour pouvoir les traduire. 1, 2, c'est pas une révolution. C'est pas une révolution. Comme disait Valérie tout à l'heure, c'est une confirmation. C'est un peu comme tout à l'heure, on sait que durant la grossesse, machin, etc. Mais maintenant, on sait pourquoi. Et ça donne de la confiance. On peut y aller, on peut avancer. Ça, deuxièmement. Troisièmement, il faut qu'il y ait un travail collaboratif. Tu fais ça dans ta classe, je ne le fais pas, je vais passer un jour avec toi pour pouvoir voir comment on fait, etc. L'interformation, c'est tout un climat d'établissement qui change. Quatrièmement, s'il n'y a pas les chercheurs, on ne peut pas y aller. Nous ne sommes pas chercheurs, nous ne sommes pas universitaires. Nous nous appuyons exclusivement sur des connaissances qui sont validées. Vous allez me dire, la science évolue chaque jour, bien sûr, mais qui sont validées par des chercheurs. Mais il y a la recherche fondamentale, la recherche un peu appliquée, ce que fait par exemple le LabCD, et ensuite, il faut pouvoir passer jusqu'à l'élève. Donc il faut un maillon intermédiaire. Des gens qui connaissent plutôt bien toutes ces affaires-là et qui savent les traduire en modalité pédagogique. Les coniclasses, c'est ça. C'est ça que nous faisons. Nous sommes une interface entre la recherche
aussi appliquée que possible, mais tu as encore dit tout à l'heure, nous ne sommes pas professeurs, nous ne sommes pas enseignants, comment faire, etc. Et ce n'est pas leur job, c'est le nôtre. Et les enseignants, eux, ils sont en attente de propositions. Et après, c'est à eux à mettre en œuvre, c'est à eux à forger cette affaire-là. Et on a besoin d'observer les effets pour voir comment ça marche en classe, comment ça marche dans les classes. Et nous, notre équipe, elle collecte des données, des milliers de données, et on essaie de les analyser pour les faire remonter au milieu de la recherche s'ils le souhaitent, et d'autre part, évidemment, aux institutionnels, autant que faire se peut. Donc, moi, j'ai le privilège d'en connaître un certain nombre, donc ça permet de pousser un petit truc, pas autant qu'on le souhaiterait, bien sûr, mais on se donne cette mission-là. Simon, tu veux dire quelque chose? Monsieur Miron, vous avez parlé des plickers, mais vous n'avez pas expliqué comment ça marchait. Mais il a raison, Simon. Il y a tout un tas d'activités. Tu veux dire quelque chose, Émilie? Vas-y. Je voudrais rebondir sur ce que tu disais, Jean-Luc, sur le fait qu'il y a effectivement maintenant un vrai dialogue entre la recherche et ce qui se passe dans les classes, donc de manière descendante, aussi ascendante via l'interface Coniclass. On est à une étape balbutiante. C'est peut-être que certains découvrent le concept de Coniclass. On a mis des choses en place qu'on teste. C'est la première année et voilà, à chaque fois, on est de plus en plus nombreux et on en est ravis. Les labos aussi sont ouverts. On a aussi une possibilité de jouer un peu sur l'agenda de recherche maintenant. On mènera une expérimentation l'année prochaine sur la régulation émotionnelle parce qu'on en a fait la demande et les chercheurs ont répondu oui sur cette expérimentation. Donc c'est vraiment un dialogue qui va dans les deux sens. Nous, on a aussi des besoins de mesurer certaines choses, d'entraînement, et ça nous permet de vraiment avoir un dialogue constant et c'est très précieux. Alors, avant qu'on s'en encore 3-4 minutes, y a-t-il des questions, des interventions, des commentaires? On n'a pas trop de temps. Excusez-moi, est-ce qu'il y a une continuité dans ces classes-là? C'est-à-dire, on a parlé de 2 classes. Est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce qu'on passe du CE1 au CE2, au CM1, CM2? Vous savez, c'est très compliqué. C'est une grosse dynamique. On a un pôle de Coniclass à Aix-Marseille sur le primaire et on a 80 classes sur un même secteur géographique et les enseignants se sont engagés à passer tous dans une école d'une classe à l'autre à la fin de l'année. Mais c'est exceptionnel. Mais je dirais que la progression, elle est moins en termes de continuité qu'en termes de contiguïté. C'est-à-dire si des classes fonctionnent un peu je veux dire, si les enseignants se transmettent des informations, des apprentissages, etc., progressivement, et nous c'est ce qu'on voit, hein, c'est une classe la première année, 2 classes, 4 classes, nous c'est ce qu'on observe. Donc progressivement ça diffuse un peu comme ça. Mais comme le disait Émilie tout à l'heure, on est vraiment dans le balbutiement parce qu'on a des contraintes institutionnelles extrêmement puissantes, le temps, les horaires, les programmes, etc. C'est très compliqué de bouger un peu là-dedans. Et puis, il y a aussi beaucoup de résistance à part de beaucoup de collègues hein, qui disent « qu'est-ce que c'est que ça non, non, moi je fais comme avant, etc. etc. » Oui, madame. Oui, alors, je donne rapidement, puis tu reviens après si tu veux, ok? En fait, je voulais juste savoir s'il y avait une sensibilisation de l'approche des Coniclass au sein des formations des instituteurs et des enseignants. Alors, tu me permets Valérie, je réponds et ok. Ça dépend beaucoup de. Vous êtes dans le corps enseignant? Non, ça dépend beaucoup de l'académie, des initiatives des directeurs académiques, départementaux, des recteurs, etc. Et on peut mettre en place des formations destinées aux enseignants. Et c'est en train de croître puissamment. Bernadette. Ce que je voudrais dire, c'est que de toute façon, à partir de ce qui se passe ici, qui se passe aussi ailleurs, je pense qu'il y a une prise de conscience générale et qu'il y a une vraie volonté de la part de certains acteurs d'avancer, d'aller beaucoup plus loin. Et quand on entend parler de Coniclass ici sur le secteur de Marennes, il y a sur d'autres secteurs, ils entendent parler et ils ont envie de savoir ce que c'est. Il y a déjà des formations qui sont mises en place
en interdegré, et Émilie participe. Et je sais que je vais la solliciter l'année prochaine encore plus pour venir porter le message dans d'autres secteurs, dans d'autres écoles, et avec les collèges aussi, parce qu'il faut vraiment prendre conscience qu'on doit le partager, mais sur tout le parcours de l'élève, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'au lycée. Et il faut vraiment qu'on arrive à... C'est un vrai enjeu, c'est un pari, et c'est un très beau pari. Je souhaite aussi qu'il y ait des formations de personnel d'encadrement, parce que le temps des chefs d'établissement à la tête d'un établissement est limité, 9 ans maximum. J'espère bien qu'un maximum de mes collègues vont être formés, des IEN également vont être formés. Dans une école que tu connais bien, Jean-Luc, l'ESN, qui s'appelle maintenant l'IH2EF, j'espère bien qu'un maximum de personnel d'encadrement vont pouvoir être formés pour qu'il y ait cette continuité-là et cet essaimage qui est en train de se faire de plus en plus à tous les niveaux de l'établissement. Valérie. C'était pour compléter, en fait, moi je suis enseignante en lycée, mais c'est la même chose pour les enseignants de collège. C'est-à-dire qu'on avait cette année au lycée une seule coni-classe, mais tous les enseignants de cette coni-classe avaient d'autres classes aussi. Donc, bien évidemment, les choses qu'on emploie, les explications qu'on peut donner, quand je travaillais sur l'attention avec mes élèves de seconde qui n'étaient pas dans une coni-classe, à partir du moment où je leur ai expliqué les raisons pour lesquelles il fallait être attentif, pourquoi je leur demandais à tel ou à tel moment d'être encore plus attentif, etc., pour qu'on ne pouvait pas faire deux choses en même temps, mais voilà, ils profitent eux aussi de ces choses-là, ils ont accès et ils sont intéressés. Donc finalement, ça, voilà, même si on n'est pas dans la coni-classe, on commence, je pense aussi, à développer ces idées-là, et les élèves s'interrogent et changent de posture aussi. Une dernière pour la route. Arnaud. Je vais faire un commentaire. On a beaucoup parlé des articulations entre le labo et l'école, des va-et-vient vertueux, du labo à l'école, de l'école au labo, en particulier pour la recherche. Il y a un autre point là qu'on est en train de mentionner qui est sur la formation aussi bien des enseignants que des cadres à tous les niveaux en fait, de l'éducation nationale. Il y a, je pense, un point qui illustre assez bien ce besoin de formation et l'absence encore actuellement, enfin la faible formation dans ce domaine, qui est qu'on s'est rendu compte, nous, universitaires, qu'il n'y avait actuellement en France aucune formation de diplôme universitaire, donc formation continue, autour des neurosciences cognitives pour l'école. Il y a des formations autour des sciences de l'éducation, mais si on s'intéresse vraiment aux sciences cognitives, aux neurosciences cognitives pour l'école, il n'y en avait pas. Et c'est ce qui nous a poussé, nous, au LabCID, à créer là, cette année un nouveau DU qui sera un DU neuroéducation, justement pour participer à cette formation à tous les niveaux, aussi bien sur le terrain des enseignants que au niveau des cadres et à tous les cadres, même les plus élevés de l'éducation. Et donc on a besoin d'avoir comme ça ces va-et-vient aussi pour la formation, pour transmettre les notions, là, ce qu'on a présenté cet après-midi avec Léna, c'est des petites notions, mais le corps des connaissances en neurosciences qui peuvent être utiles pour les enseignants, c'est vraiment un corps de connaissances qui est très large, qui grandit, et on a besoin de ce type de formation. Donc je vais terminer par une question. Nous avons lancé une formation virtuelle il y a 1 an et demi, par Internet, un MOOC assez ample, etc. À votre avis, combien d'enseignants se sont inscrits et ont suivi, à votre avis? 26 000 dans 120 pays, ce qui démontre quand même un intérêt colossal pour ce thème-là. On va voir le film Le cerveau et on fait comme ça. Donc on remercie tout le monde, merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Luc pour cette table ronde. Donc effectivement, on vous donne rendez-vous pour ceux qui le souhaitent donc à l'Estran, juste à côté, pour le cerveau des enfants. Jean-Luc Berthier animera un débat suite à cette projection. On vous remercie vivement d'avoir été fidèle à ce premier festival. Je remercie très très chaleureusement les bénévoles. Il y en a, certains sont déjà à l'Estran, mais il y a plein de petites mains qui nous ont aidés pour ce festival, et Frédéric qui est là notamment. Merci infiniment.